À l'aéroport international de Bangkok, on ne croise pas que des touristes venus profiter des plages de sable blanc de la Thaïlande. À l'étage des arrivées, voici une famille américaine. Cynthia, la mère, Bobby, son mari, et leur fille Candice. Ils arrivent tout droit du Texas pour passer 15 jours dans le pays. Mais ce ne sont pas des touristes tout à fait comme les autres. Même si leur parcours commence comme une visite traditionnelle de Bangkok, avec la découverte de l'une des principales attractions de la capitale, le spectaculaire Palais des Rois de Thaïlande. C'est énorme. J'imagine que c'est pour ça qu'on l'appelle le Grand Palais. C'est beaucoup de travail. Tellement de travail. Mais cette famille de Texans n'a pas fait des milliers de kilomètres juste pour admirer les dorures des temples de Thaïlande. Cynthia et sa fille Candice sont venues à Bangkok vivre une expérience surprenante. Je suis excitée. Elle est impatiente parce que dans 2 jours, on aura des gros seins. Alors c'est excitant. Dans 24 heures, Cynthia et Candice vont subir une opération de chirurgie esthétique. La mère et la fille vont se faire refaire les seins. Avec l'argent qu'on aurait dépensé aux États-Unis, on vient ici et on a et l'opération et les vacances. Le lendemain, la famille traverse la ville et découvre avec étonnement l'autre image de Bangkok. Une mégalopole moderne de 10 millions d'habitants. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, comme par exemple cet immense bâtiment, le Bumrungrad International. Dans la cour, un balai incessant de taxis et de voitures gérés par des gardes en uniforme. C'est ici que Cynthia, Candice et Bobby ont rendez-vous ce matin. Un building imposant, fréquenté par les riches Thaïlandais et les étrangers. L'accueil est particulièrement soigné. Hall monumental, écran plasma sur les murs, un design moderne et minimaliste, tout est fait pour impressionner le visiteur. C'est très beau, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça ressemble plus à un hôtel de luxe qu'à un hôpital. Car il s'agit bien de l'hôpital où elles vont se faire opérer. Avec, comme dans les grands centres commerciaux, un étage entier réservé aux restaurants. Tout est fait pour que les patients étrangers ne soient pas dépaysés. Il y a la sandwicherie, à la française, mais aussi des grandes chaînes américaines de fast-food. Chaque année, l'hôpital accueille plus de 400 000 patients venus du monde entier, États-Unis, mais aussi Europe, Asie ou Moyen-Orient. La langue commune est l'anglais, mais à l'accueil, on parle aussi japonais, coréen, chinois ou arabe. Et ce qui fait le succès international de cet hôpital, ce sont ses tarifs très bas comparés aux prix occidentaux. Ça vous coûte combien ? Pour les 2 opérations, 5 500 $. Soit 2 000 € l'opération. C'est 3 fois moins cher qu'aux États-Unis et 2 fois moins qu'en France. Mais à ce prix-là, il y a quelques inconvénients qui peuvent effrayer les Occidentaux. Cynthia et Candice vont se faire opérer demain et elles n'ont encore jamais vu leur chirurgien. Elles l'ont choisi sur Internet grâce à son CV. Je suis si nerveuse. Elle est plus nerveuse que moi parce qu'elle a un peu peur de la chirurgie. La chirurgie, ce n'est pas rien. C'est sérieux. Tout peut arriver. Et vous mettez votre vie en jeu. Et la personne à qui elles vont confier leur vie, elles ne vont le rencontrer qu'une seule fois avant l'opération. Bonjour, comment allez-vous? Cynthia. Asseyez-vous. C'est le docteur Thirasit, un chirurgien thaïlandais. Il a fait 2 années d'études aux États-Unis et c'est pour ça qu'elles l'ont choisi. Il paraît que la cicatrice peut apparaître lorsqu'on choisit des implants trop petits. C'est vrai? Taille des implants, matériaux utilisés, cicatrices, elles n'ont qu'aujourd'hui pour se décider. Je vais vous montrer les cicatrices.
À 3 mois, la cicatrice est rouge et gonflée. Avec le temps, elle va s'arranger. Les deux femmes vont avoir en tout et pour tout 1 heure d'entretien pour obtenir toutes les informations dont elles ont besoin et faire leur choix. Au dernier moment, j'ai changé d'avis. Après avoir parlé au chirurgien, j'ai finalement choisi l'implant avec le silicone plutôt que celui avec la solution saline. En France, il faudrait un délai de réflexion minimum de 15 jours entre la première visite au chirurgien et l'opération. Mais cela ne semble pas gêner les deux Américaines. Je suis rassurée depuis que j'ai parlé au chirurgien. Maintenant tout va bien, je suis calme, je suis prête. C'est parti, allons-y. Et les deux femmes ne veulent même pas entendre parler de risques éventuels. Quel risque? Si je rentre et que j'ai un terrible problème, j'irai voir un médecin dans mon pays. Mais ça ne se passera pas comme ça. Pas de temps à perdre. Elles sont arrivées en Thaïlande il y a à peine 2 jours. Elles souffrent encore du décalage horaire. Pourtant, l'opération sous anesthésie générale est prévue demain à 8 h du matin. Bienvenue dans l'univers surprenant du tourisme médical. Un phénomène en pleine expansion et qui ne concerne pas que la Thaïlande. Chaque année, des centaines de milliers de touristes partent se faire opérer à l'autre bout du monde à des prix défiant toute concurrence. Chirurgie dentaire, lifting, botox ou même opération cardiaque, tout est possible. Mais en marge de ces opérations bon marché et au soleil, les dérives inquiétantes se multiplient et vont au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. En Inde, un nouveau marché est apparu, les mères porteuses. Dina et Michael ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils sont venus chercher dans les bidonvilles de Bombay une femme pour porter leur bébé. Ils sont incroyables. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de voir ses propres enfants. Vous y pensez, vous en rêvez, et quand ils sont devant vous, c'est une expérience unique. Pour la mère porteuse, 9 mois de grossesse contre l'équivalent de 10 ans de salaire. Quand ils verront le bébé, ils seront contents et ils prieront pour moi. Ils diront que j'ai fait du très bon travail. À l'heure de la mondialisation, le corps est-il devenu une marchandise comme une autre? Sur Internet, des pauvres du monde entier mettent aujourd'hui leurs organes en vente pour des candidats à la greffe. Dans l'un des plus misérables bidonvilles de Manille, Gilbert a vendu son rein pour faire vivre sa famille. Combien vous avez gagné? 3 000 €. Des bidonvilles de Manille aux hôpitaux high-tech d'Asie du Sud-Est, révélation sur un commerce qui ne connaît plus de limites. Retour à l'hôpital de Bangkok. C'est le grand jour, il est 8 h du matin. Les deux touristes américaines vont se faire opérer. Cynthia et Candice, la mère et la fille, vont se succéder au bloc opératoire. Chaque opération va durer 1 h 30. À midi, tout est terminé sans incident. Tout va bien alors? Oui, vous pouvez les attendre en haut. Ok, merci. Le docteur Tiracite ne traîne pas, il enchaîne les opérations. Combien d'opérations des seins vous faites chaque mois? Par mois, j'en fais une 30aine. Des étrangers? Oui, entre 80 et 90% sont des étrangères. Elles viennent principalement d'Australie, des États-Unis, mais aussi de Singapour, Hong Kong et du Japon. L'année dernière, l'hôpital et ses infirmières ont traité plus de 400 000 patients étrangers. C'est aujourd'hui une entreprise très rentable qui est cotée en bourse. En Thaïlande, le tourisme médical aurait rapporté près d'1 milliard d'euros l'année dernière. Un business très lucratif qui a donné des idées à certains hommes d'affaires à l'autre bout du monde. Direction Los Angeles. En Californie comme dans le reste des États-Unis, les opérations chirurgicales sont hors de prix et 1 Américain sur 6 n'a aucune couverture sociale. Une clientèle potentielle
pour cet homme d'affaires, Rudy Rupak. C'est un pionnier du tourisme médical. Son business ? Vendre des opérations clés en main à l'étranger à des prix imbattables. C'est mon nouveau bureau, je l'ai depuis janvier. Rudy n'a pas besoin d'un grand bureau. Un téléphone et une connexion Internet lui suffisent. Grâce à ça, il reste en contact permanent avec ses collaborateurs. Il en a une trentaine, disséminés aux quatre coins du monde. Quoi de neuf? Tu as reçu le contrat que je t'ai envoyé? Des employés que pour la plupart, il n'a jamais vus. Peut-être qu'en France, ça vous paraît fou, mais c'est un monde virtuel. C'est le cybermonde. Qu'est-ce que ça changerait pour moi de voir leur visage? Qu'est-ce que ça changerait? Pas de boutique ou de catalogue, l'agence de Rudy n'est accessible que sur Internet. Ça ressemble à une agence de voyage, mais ici, on ne choisit pas une destination, mais une opération clé en main. Chirurgie esthétique, cardiologie ou même traitement du cancer, il vous suffit de sélectionner le chirurgien sur photo. Ensuite, l'agence s'occupe de tout, billets d'avion, hôtel et hôpital. Aujourd'hui, grâce à cette idée, l'homme d'affaires espère bien faire fortune. Pour l'instant, il vit à Calabasas, l'un des quartiers chics de Los Angeles. Et à 39 ans, c'est une vraie reconversion, car rien ne le prédisposait à ce métier. L'homme n'a aucune formation médicale. Je vais vous montrer une copie de mon film. Je l'ai mise au garage parce que je pense que c'est la place qu'il mérite. Avant, Rudy était producteur de cinéma. Et voici son œuvre, Snowboard Academy. Snowboard Academy. Une comédie tournée au Canada avec Brigitte Nielsen, l'ex-Madame Stallone. Les critiques sont unanimes, un des pires films des années 90. J'avais une passion pour le cinéma, mais aucun talent. Chaque film que je produisais était pire que le précédent. Et c'est par hasard que Rudy Rupak a découvert le tourisme médical, il y a 6 ans. Lors d'un séjour touristique en Thaïlande, sa femme était tombée malade et avait été soignée dans l'un des hôpitaux chics de Bangkok. C'est en payant la note que l'homme d'affaires a compris l'énorme potentiel de ce marché. Exit donc les séries Z pour le cinéma. Aujourd'hui, le nouveau terrain de jeu de Rudy Rupak, c'est la planisphère. Son travail, trouver les opérations chirurgicales les moins chères possibles dans les hôpitaux du monde entier. Pour une prothèse de la hanche, séjour et billets d'avion compris, ça va coûter $15 000 au Mexique, $12 000 en Inde, $18 000 en Belgique. Et aux États-Unis ? Ça commence à $40 000 si vous avez de la chance, mais c'est plutôt 60 ou 70 000 $. Les opérations qu'il propose à l'étranger sont 3 à 10 fois moins chères qu'aux États-Unis. Et en pleine crise économique, l'argument fait mouche. Presque 15 millions d'Américains n'ont aucune assurance médicale. Le tourisme médical fait la une de toutes les télés américaines. Et bien sûr, Rudy est invité sur tous les plateaux. Il répète à qui veut l'entendre son message. Tout le monde est gagnant. Tout le monde. Rudy envoie ses patients dans plus de 30 pays sur tous les continents. En Asie, en Amérique du Sud et même en Europe. En Europe, on est en Belgique. On est aussi à Chypre, à Malte et en Grèce. Et aujourd'hui, Rudy est sur un nouveau marché, très prometteur, mais très controversé, les mères porteuses. Et pour cela, il a trouvé la destination idéale, l'Inde. Car depuis quelques années, Bombay est devenu étrangement une destination de référence pour les couples occidentaux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants.
Dans cette mégalopole de 20 millions d'habitants, dont la moitié vit au-dessous du seuil de pauvreté, des centaines de couples viennent recruter des mères porteuses issues des classes les plus pauvres de la population. René et Steve sont américains. Ce sont des clients de Rudy Rupak. Ils ont fait ce voyage de plus de 10 000 km dans l'espoir d'avoir des enfants. On est vraiment très loin de chez nous. C'est très différent. Plein de voitures, des klaxons. C'est vraiment très différent. Et vous, Steve, c'est quoi votre première impression? Le chaos. Un chaos total. Le contraste est terrible. Votre hôtel pourrait être n'importe où en Occident, mais dès que vous sortez, c'est le tiers-monde. Ce couple d'Américains rêve d'avoir un enfant. Mais Renée, la femme de Steve, a 43 ans et les médecins pensent que dans son cas, une grossesse pourrait être dangereuse. Seule solution pour eux, trouver une mère porteuse. Ce matin, ils ont rendez-vous à Rotunda, une petite clinique du centre-ville. Elle a la réputation de pouvoir fournir des mères porteuses à tous les couples qui en font la demande. L'année dernière, le docteur Kochal a géré les problèmes de fertilité de 45 couples étrangers. Encore 2 injections demain. Oui, c'est ça. Et lundi, j'aurai besoin d'un échantillon de votre sperme pour la fécondation. Le médecin va procéder à une fécondation in vitro, une fécondation artificielle. Elle va retirer un ovule de Renée qui sera fécondé par le sperme de Steve. Cela va donner un embryon qui sera ensuite réimplanté dans le ventre d'une femme indienne. C'est elle qui va porter le bébé pendant 9 mois. En France, c'est illégal car la loi interdit la commercialisation du corps humain. Aux États-Unis, c'est autorisé, mais très coûteux, près de 60 000 €. En Inde, pour Steve et Renée, ce sera 3 fois moins cher. Et si tout se passe bien, ils espèrent connaître dans quelques mois le bonheur d'avoir un enfant. C'est le cas de Dina. Elle aussi est américaine. Elle a 40 ans et est maman depuis 5 jours. C'est la première fois. Elle vient aujourd'hui à Bombay pour récupérer ses enfants, des jumeaux. Elle est pleine de couches culottes. Les bébés sont nés avec 2 semaines d'avance. Dina n'a pas pu arriver à temps pour l'accouchement et son mari ne la rejoindra que dans quelques jours. Cette jeune américaine ne pouvait pas être enceinte. Alors elle a engagé, via un tour opérateur médical, une mère porteuse. Une jeune indienne de Bombay qui a porté ses bébés pendant 9 mois. Il est 1h du matin, mais Dina décide de filer directement à l'hôpital. Je veux les voir, j'en meurs d'envie. Sur son portable, les dernières photos envoyées par l'hôpital. C'est notre fils, Daniel Joshua, et je vais vous montrer notre fille, Sophia Lily. Ils ont le visage de mon mari. Il va être si heureux de les voir quand il va venir. Arrivé à l'hôpital, il est 2h du matin et en pleine nuit, impossible d'entrer avec notre caméra. C'est donc une infirmière qui filme avec son téléphone portable Dina, découvrant pour la première fois son fils Daniel Joshua et sa fille, Sophia Lily. Je ne pouvais pas y croire. J'étais si heureuse. C'était irréel. Notre fille a poussé des petits cris. J'ai mis le téléphone à côté d'elle pour que mon mari puisse entendre sa voix. Il était si heureux. Le lendemain matin, retour à l'hôpital. Dina s'équipe pour rejoindre ses enfants. Elle va apprendre les premiers gestes d'une mère. Ah, voilà Daniel Joshua. Bonjour chérie, c'est maman. Ça va mon bébé? Il a le visage de mon mari, ses pommettes et son nez.
Jusqu'ici, rien que de très normal. L'enfant a été conçu avec le sperme de son mari. On a essayé de voir pour une adoption, mais ici c'est très long. Et on voulait absolument qu'il y ait un lien biologique avec nos enfants. Alors cette solution est la meilleure pour nous. Dina et son mari n'avaient pas prévu d'avoir des jumeaux, mais ça arrive souvent lors des fécondations artificielles. Pour avoir ces 2 enfants, ils ont dépensé près de 22 000 €, tout compris. Retour à la clinique Rotunda. C'est le docteur Kochal qui s'occupe du recrutement et du suivi des mères porteuses. Ce matin, elle a convoqué une jeune femme pour une échographie. Elle est enceinte de 6 mois, elle porte le bébé d'un couple d'Américains. Mais elle ne veut pas montrer son visage. La plupart des mères porteuses gardent le secret, car la société indienne considère cette pratique comme immorale. Elle a 25 ans, elle a 2 enfants. Elle a choisi d'être mère porteuse car elle veut mettre ses enfants dans une meilleure école. Et elle veut monter un petit business pour sa famille. Pour porter un enfant pendant 9 mois et accoucher, ces femmes sont payées 5 000 €, l'équivalent de 10 ans de salaire en Inde. Alors, quand un couple d'étrangers en fait la demande, le docteur Kochal n'a aucun mal à trouver de nouvelles volontaires. Chaque semaine, elle en recrute 4 à 5 dans les classes les plus modestes de la ville. Ce sont des femmes qui viennent des classes moyennes ou des classes pauvres de la population. La plupart ont des maris qui n'ont pas de travail fixe. Ils boivent, ils ne gagnent pas d'argent, alors elles recherchent d'autres sources de revenus pour faire vivre leur famille. Certains disent que c'est une forme d'exploitation du tiers-monde. Oui, je sais que certains disent cela, mais moi je ne le pense pas du tout. Nous ne les exploitons pas. Nous les informons, nous les éduquons, on le fait avec leur consentement. Je ne force personne. Seule condition pour être mère porteuse, avoir déjà ses propres enfants et n'avoir aucune maladie grave. L'enfant n'est pas le vôtre, il est le leur. Il sera fabriqué avec leur ovule et leur sperme que nous allons injecter dans votre utérus pour vous mettre enceinte. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez prendre les médicaments pour préparer votre utérus pour recevoir le fœtus. Mais la clinique ne se contente pas de fournir des ventres alloués. Elle propose des solutions clés en main pour tous les couples confrontés à un problème de fertilité. Si par exemple, dans le couple, les ovules de la femme ne sont pas de bonne qualité, la clinique va faire appel à une autre femme pour lui prélever un ovule, qui sera ensuite fécondé in vitro par le sperme du mari. Mais pour éviter que cette femme ne s'attache à cet enfant issu de son ovule, l'embryon sera réimplanté dans le ventre d'une 3e femme, la mère porteuse. C'est le directeur de la clinique, le docteur Alabadia, qui se charge de prélever les ovules. C'est une véritable opération réalisée sous anesthésie générale. On a entre 30 et 40 donneuses dans notre programme, toutes testées médicalement et qui donnent régulièrement. Et pour chaque ovule prélevé, elles perçoivent un salaire. Elles gagnent de 500 à 1500 € à chaque opération. Pourquoi cette différence de prix ? Si c'est une universitaire qui donne ses ovules, quelqu'un qui travaille, ou je ne sais pas, quelqu'un de très éduqué, elle est plus payée que, par exemple, une mère au foyer. Car le choix de la donneuse est essentiel. L'ovule, c'est 50% du patrimoine génétique de l'enfant. Alors, sur son site internet, le docteur Alabadia publie un catalogue de donneuses d'ovules pour que les couples étrangers puissent faire leur choix.
Voici quelques-unes de nos donneuses anonymes. Pas de nom, mais des photos et une liste d'informations. Taille, poids, antécédents médicaux, mais aussi couleur de peau, travail et même religion. La plus jeune a 18 ans et pose comme une starlette de Bollywood. Vous pensez que celle-ci aura plus de succès parce qu'elle est jolie ? Du succès pour ça, non. Toutes sont en bonne santé. Leurs ovules sont sains. Ça n'a rien à voir avec la beauté, mais plus la donneuse est jeune, meilleur est l'ovule. Cette sélection sur catalogue peut paraître troublante, mais pour l'instant, en Inde, aucune loi ne l'interdit. Retour avec Dina. Pour l'instant, tout se passe bien, mais elle a un souhait, rencontrer la mère porteuse. Elle a en fait très peu d'informations sur cette femme qui a porté ses bébés pendant 9 mois. Je ne sais pas grand-chose d'elle, j'ai juste quelques données physiques. Je sais qu'elle pesait 44 kilos avant la grossesse, elle est mariée et... En fait, je n'en sais pas plus. Savez-vous si la mère porteuse est toujours dans l'hôpital ? Oui, elle est ici. Elle doit rentrer chez elle ce matin. Je vais aller vérifier. Je veux juste la remercier, mais si elle ne veut pas me voir... Je vais aller voir, mais sincèrement, je n'encourage pas ça, car je ne voudrais pas qu'elle en profite pour vous exploiter. Si vous avez quelque chose à lui donner, je ferai l'intermédiaire. Officiellement, c'est pour protéger Dina et éviter qu'elle ne se fasse extorquer de l'argent supplémentaire par la mère porteuse. Dina remet donc sa boîte de chocolat à une infirmière. Dites-lui qu'elle a réalisé notre rêve, qu'elle a illuminé notre vie. Finalement, Dina ne rencontrera jamais la mère porteuse. Nous non plus. Et c'est bien le problème, de ce marché, nous ne voyons que ce que les cliniques veulent bien nous montrer. Dans quelles conditions sanitaires se déroulent les grossesses des mères porteuses ? Il existe par exemple à Bombay des appartements dans lesquels certaines d'entre elles sont logées durant toute leur grossesse. Mais impossible de les filmer. Nous nous faisons passer pour un client et obtenons enfin un rendez-vous avec cette femme en sari vert. Je viens de lancer ma société. Je viens d'ouvrir mon propre centre pour mères porteuses. En fait, vous avez créé une sorte d'agence de mères porteuses. Oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas docteur. Non, c'est un business. Je fournis les mères porteuses et la logistique. Elle accepte de nous emmener dans cette pension, à quelques kilomètres du centre-ville. C'est dans cet immeuble. À Bombay, il y en aurait des dizaines comme ça. À l'étage, une petite clinique a été transformée en dortoir. Dans la première pièce, une femme allongée. C'est une mère porteuse. On lui a implanté l'embryon aujourd'hui. Les clients sont australiens. L'endroit peut accueillir 8 femmes. Pour les cliniques, ce genre d'hôtel est une assurance, car au lieu de retourner dans leur bidonville, ces femmes vont rester 9 mois sous surveillance, un moyen d'assurer une grossesse normalement sans problème et de livrer aux couples d'occidentaux des bébés en pleine santé. Je fais entre 10 et 15 grossesses par mois. Combien d'endroits comme ça vous avez ? J'en dirige 3. C'est un vrai business. Oui, un business à plein temps. Mais quel est réellement le sort de ces mères porteuses ? Y a-t-il eu des décès suite à des grossesses difficiles ? Il n'existe aucun chiffre, aucune statistique officielle. Seule certitude, ces femmes sont de plus en plus nombreuses et le business ne s'arrête pas à la périphérie de Bombay. En Inde, de plus en plus de mères porteuses sont recrutées en province, à la campagne. Anand est une petite ville à 500 km au nord de Bombay. C'est ici que nous avons pu entrer en contact avec une mère porteuse. Elle vit dans les faubourgs de la ville. Dans cette maison qu'elle a payée grâce au premier bébé qu'elle a porté pour un couple d'étrangers. Hansa a 29 ans et accepte d'être filmée à visage découvert. Allez, sortez de là. Et va te laver les mains. C'est une jeune mère de famille. Elle a 2 enfants.
Ça, c'est mon fils. Et ça, c'est Dina, ma fille. Et ça, c'est mon mari. C'est avec l'accord de son mari qu'elle a porté un premier bébé il y a 2 ans. Grâce à ce travail, j'ai pu faire construire cette maison et assurer l'avenir de mes enfants. J'ai reçu 5 000 €. Et vous avez mis vos enfants dans une bonne école? Avant, ils allaient dans une école publique, mais maintenant, nous pouvons leur payer une bonne école privée. Aujourd'hui, elle est de nouveau enceinte. Elle porte le bébé d'un couple de Canadiens. La clinique qui l'a engagée suit sa grossesse et lui fournit des médicaments. C'est de la poudre de fruits, des vitamines et des comprimés contre la nausée, pour que l'enfant reste en bonne santé à l'intérieur. Mais pour rendre ça l'étape la plus dure, ce n'est pas la grossesse, c'est la séparation après l'accouchement. Après avoir gardé le bébé 9 mois dans le ventre, c'est certain que c'est dur de s'en séparer. Mais on sait que les choses vont se passer comme ça. On nous fait signer un papier dès le début, comme quoi il faut donner le bébé quoi qu'il arrive, même si on a envie de pleurer. Ça nous fait mal au cœur, mais c'est quand même un bon travail. On sait que l'enfant ne sera pas malheureux. Il ira chez les riches. À Bombay, Michael, le mari de Dina, a enfin rejoint sa femme dans leur hôtel 4 étoiles. Il est devenu d'un coup père de 2 bébés et il n'en revient toujours pas. Ils sont si beaux, si incroyables. Surtout parce qu'on a essayé d'en avoir pendant si longtemps et essayé tant de choses. Et finalement, on a réussi. Si Michael et Dina étaient français, ils n'auraient pas pu faire reconnaître leurs enfants car le recours aux mères porteuses est illégal. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Le consulat américain de Bombay a donc délivré des passeports pour les 2 bébés. Daniel et Sophia sont désormais citoyens américains. Ça, c'est celui de Daniel. Et ça, celui de Sophie. Elle n'aime pas se faire prendre en photo. Aujourd'hui, Michael et Dina ne voient que des points positifs à cette expérience. Légalement, tout est en règle, mais qu'en est-il du problème moral? D'un point de vue éthique, on n'a aucun problème, du moment que chacun est volontaire et que la mère reçoit l'argent qui était prévu. C'est son corps. Elle peut en faire ce qu'elle veut. À ceux qui ont un problème avec ça, je dirais qu'ils n'ont qu'à vivre ce qu'on a vécu pendant des années. Connaître les frustrations de la stérilité. La manière dont je vois ça, moi, c'est que cette femme nous a aidés et que nous avons amélioré sa vie en lui donnant de l'argent qu'elle peut utiliser aujourd'hui pour l'éducation de ses enfants ou pour acheter une maison. Elle a aussi eu des cours d'anglais et d'informatique pendant sa grossesse. Donc je pense qu'on est tous gagnants. Une vision controversée qui fait polémique dans de nombreux pays. Après 2 semaines passées à Bombay, la famille repart pour les États-Unis. Pour eux, tout se termine bien. Mais que se passerait-il si la mère décidait de garder l'enfant ou si les parents n'en voulaient plus? Personne ne peut le dire. En Inde, il n'existe aucune loi qui autorise ou interdit le recours à des mères porteuses. L'année dernière, on estime que 300 couples étrangers auraient ainsi loué des ventres de jeunes femmes indiennes pour porter leur bébé. Parents et cliniques profitent pour l'instant du flou juridique. Car pour certains, aller à l'étranger est une manière d'échapper aux lois de leur propre pays. Il existe ainsi une face cachée du tourisme médical, plus sombre, la vente d'organes. Dans le monde, des milliers de patients sont en attente de greffe. Il y a une pénurie d'organes disponibles et certains meurent faute d'avoir été opérés à temps. Alors, un nouveau marché est apparu sur Internet. Sur des sites spécialisés, des personnes mettent en vente leur rein ou leur foie pour des prix allant de 40 000 à plus de 115 000 $, soit entre 30 et 90 000 €. C'est interdit en France comme dans tous les pays occidentaux et condamné par toutes les organisations internationales. Pourtant, un pays a décidé d'attirer des patients grâce à ce commerce, les Philippines. Manille, la capitale,
rêve de devenir un nouveau Bangkok et d'attirer dans ses hôpitaux des touristes du monde entier. Alors le ministère de la Santé philippin a lancé il y a 2 ans ce clip de promotion. Sur ces images, des plages paradisiaques, des touristes heureux et des hôpitaux modernes où l'on s'occupe avec amour des patients et où on décide de leur vendre ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, un foie ou un rein prélevé sur des personnes vivantes. Car à Manille, il est très facile de trouver des donneurs. 1/3 des 10 millions d'habitants vit dans des bidonvilles. Le plus célèbre d'entre eux, Baseco, se trouve à quelques kilomètres du centre, au bord de la mer. « 40 000 habitants s'entassent dans ces baraquements en bois et en tôle. Baseco est réputé pour être un quartier dangereux où vivent les petits malfrats de Manille. La mairie du bidonville a voulu nous faire accompagner par l'un des membres de la police du barangay, la police du quartier. Il ne se déplace jamais sans son arme. C'est sensible ici. C'est un endroit dangereux. Dans ce bidonville, le revenu moyen par habitant est d'1 € par jour. Enfin pour ceux qui ont la chance de trouver un travail. Ce n'est pas le cas de Gilbert. Il a 29 ans et il est au chômage. Il est né à Baseco et il y vit aujourd'hui avec sa famille. Je vous présente ma famille. Voici ma femme, Jane. Ça, c'est Jean. Et là, c'est Patrick. Et il y a aussi Johanna et Lucille. En tout, Gilbert a 4 enfants, 4 bouches à nourrir. Pas facile lorsqu'on alterne petit boulot et longue période de chômage. Alors, il y a 3 mois, il a décidé de vendre une partie de son corps, son rein. Voici la cicatrice. Sur son flanc, une cicatrice de 30 cm. Et encore, il s'estime heureux. Il y en a qui ont la cicatrice qui va du nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Mais la mienne, elle est normale. Les reins filtrent le sang et le débarrassent de ses impuretés. On en a 2, mais il est possible de vivre avec un seul, à condition de suivre des règles d'hygiène très strictes. Ici, dans ce bidonville, le moindre problème peut entraîner la mort. Gilbert a vendu son rein 3 000 €, l'équivalent de 14 années de salaire. Grâce à cet argent, il s'est construit cette cabane. Des cloisons de bois, un toit de tôle, 12 mètres carrés au total. Bonjour. Bienvenue dans ma petite maison. Voici ma mini-cuisine. Entrons. C'est notre chambre. C'est là que je dors avec ma famille. On dort tous ensemble, serrés comme des sardines. Seul luxe, la télévision couleur qui trône au milieu de la pièce. Je l'ai acheté le mois dernier, grâce à l'opération. Un luxe qu'il a voulu offrir à ses enfants. Mais ce dont il est le plus fier, il le cache au fond de ce tiroir. C'est ma carte de crédit. J'ai mis tout mon argent sur cette carte. C'est par sécurité pour l'avenir de mes enfants. Si je meurs, ce sera une chose utile. Ma femme et mes enfants hériteront de tout. Aujourd'hui, Gilbert est fier de cette opération. Fier car ses enfants vont désormais à l'école. Et fier aussi d'avoir sauvé la vie d'un malade qui avait besoin d'un rein. Mais sa femme n'est pas du même avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dès que nous lui posons une question, elle éclate en sanglots. Elle a peur pour la vie de son mari. Pour moi aussi, c'est douloureux. J'ai sauvé une vie pour soutenir ma famille, mais le prix à payer, c'est ma vie. C'est ça qui l'a fait souffrir.
J'ai sauvé une vie, mais je peux perdre la mienne. Gilbert a pris sa décision seul, contre l'avis de sa famille. Je vous présente ma mère. Mais pour sa mère, Gilbert n'avait tout simplement pas le choix. Il y a des jours où nous n'avions rien à manger. C'est pour ça qu'il a été obligé de faire ça. Pour assurer l'avenir de ses enfants. Ils sont encore petits et il n'a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici. Ce choix de vendre l'un de ses reins, Gilbert n'est pas le seul à l'avoir fait. Partout dans les ruelles, on croise des hommes qui portent tous les mêmes cicatrices. À Baseco, ils sont plus de 700 à avoir vendu leurs reins ces dernières années. Le bidonville a même gagné un nouveau surnom, One Kidney Island, l'île de ceux qui n'ont qu'un rein. Ces hommes ont entre 18 et 35 ans. Pour nourrir leur famille, ils ont vendu leurs reins entre 1 500 et 3 000 euros. À Baseco, certains ont tenté de s'enrichir grâce à ce marché en jouant les intermédiaires entre les hôpitaux et le bidonville. Aujourd'hui encore, ils continuent de recruter discrètement des donneurs potentiels. Difficile de les rencontrer, tous les habitants les connaissent, mais chacun garde le secret. Finalement, une femme va accepter de nous parler. Cela fait 4 ou 5 ans qu'elle mène ce trafic. Elle nous invite dans sa maison. Une cabane au-dessus d'un tas d'immondices, aussi pauvre que le reste du bidonville. Elle gagne 300 € pour chaque donneur qui accepte de vendre un rein. L'ensemble de son business tient dans son sac à main qu'elle cache dans l'autre pièce. Des petites cartes plastifiées. Chaque carte correspond à un donneur. Elles sont classées par groupe sanguin. Ça, c'est une carte du groupe O. Si le malade a besoin du groupe O, je recherche un donneur du même groupe. En tout, dans le sac à main de cette femme, une 50aine de cartes de donneurs potentiels. 50 reins à vendre qui attendent de riches patients venus du bout du monde. Quand vous les regardez, qu'est-ce que vous ressentez? C'est douloureux pour moi, parce que c'est quelque chose qu'on enlève à leur corps. Mais je n'y peux rien, c'est eux qui veulent donner. Mais ceux qui ont vraiment fait fortune grâce aux reins du bidonville, ce sont les hôpitaux et les chirurgiens de Manille. Pendant 3 ans, ils ont mené leur business sans aucun contrôle. Pour les étrangers, chaque greffe de rein était facturée 75 000 € en moyenne. Si l'on enlève les 3 000 versés aux donneurs, il reste donc 72 000 € que se partageaient l'hôpital, le chirurgien et quelques intermédiaires basés à l'étranger. À Manille, cet hôpital était le fer de lance des greffes de reins. Son directeur, le docteur Rona, reconnaît et admet ces pratiques. Oui, c'est vrai. Certains ont fait beaucoup d'argent ces 2 dernières années. On m'a dit que certains chirurgiens pouvaient gagner entre 14 000 et 28 000 € pour une seule opération. Peut-être. Je ne sais pas, c'est possible. Mais la manne financière a brusquement pris fin à cause d'une femme, un médecin. Le docteur Benita Padilla est spécialiste des maladies rénales et présidente de la Société de néphrologie. Depuis quand avez-vous décidé de lutter contre ces ventes d'organes? Depuis 1 an ou 2. C'est au milieu de l'année 2007 qu'on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème de trafic d'organes.
Cette année-là, 500 reins philippins avaient été greffés sur des étrangers dans les principaux hôpitaux de la ville. Aucun chirurgien n'avait trouvé quelque chose à redire. Benita avait été la seule à se révolter. Ce matin, elle donne une conférence dans l'un des grands hôpitaux universitaires de la ville. Elle veut sensibiliser le corps médical à ce problème. Le message le plus important, c'est que nous devons nous battre ensemble contre le trafic d'organes aux Philippines. Voici le docteur Albert Chua, c'est le directeur du département de médecine de cet hôpital. Bienvenue. Le docteur a été l'un des rares à approuver la croisade de Benita Padilla. C'est lui qui a organisé cette conférence ce matin. Mais quand vous rencontrez vos collègues, les chirurgiens, c'est difficile de leur parler? Oui, c'est devenu une relation étrange avec les chirurgiens. Que vous disent-ils? Eh bien, ils nous répètent toujours qu'on ne devrait pas dénoncer ce qui se passe aux Philippines, qu'on donne une mauvaise image des Philippines ou de certains hôpitaux. On est tous collègues, on est tous philippins, des choses comme ça. Vous êtes des traîtres, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Dans la salle, des étudiants, des infirmières et des apprentis chirurgiens. Pendant 1 heure, Benita va leur expliquer que profiter de la pauvreté des gens pour leur acheter des organes est une forme d'exploitation assimilée à du trafic. Les temps sont durs, on a beaucoup de pauvres aux Philippines, mais si on les autorise en plus à vendre leurs reins, alors on ne fera qu'augmenter leurs problèmes et la situation ne fera qu'empirer. Grâce à son action, Benita a obtenu une première victoire. Il y a quelques mois, le président des Philippines a ordonné une suspension provisoire de la vente de reins aux étrangers. Retour en arrière pour le gouvernement philippin. Au ministère de la Santé, le secrétaire d'État, spécialement chargé du tourisme médical, fait aujourd'hui son mea culpa. Au début, je pensais qu'inciter des patients occidentaux à venir ici pour se faire greffer des reins serait bon à la fois pour les donneurs philippins et pour notre économie. Mais plus tard, après avoir fait des recherches approfondies, je me suis rendu compte que ce n'était pas dans l'intérêt des Philippins. Mais l'interdiction n'est que provisoire et les chirurgiens refusent de baisser les bras. Tous veulent relancer la vente d'organes. Que pensez-vous de cette interdiction? Cette interdiction, elle n'est pas raisonnable. Mais en même temps, elle va nous permettre de mettre en place un nouveau programme. Et vous pensez qu'elle va durer? J'espère que non. Les médecins sont en attente et à Baseco, dans l'île de ceux qui n'ont qu'un rein, les vendeurs patientent. Aux Philippines, le marché aux organes peut repartir à tout instant, légalement ou non. D'un côté, un réservoir sans fin, de pauvres prêts à tout pour survivre. De l'autre, des malades prêts à dépenser des fortunes pour préserver leur santé. C'est aussi ça, le nouveau visage du tourisme médical.